Bonjour à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. Au Burundi, le recensement qui fait polémique. Les autorités procèdent à un comptage des Burundais qui travaillent dans le service public en fonction notamment de leur ethnie. Le Sénat dit vouloir vérifier les équilibres ethniques prévus par la Constitution, mais l'opposition dénonce l'opacité autour de cette opération. Au Mali, le chef de l'ex-junte Amadou Sanogo sera jugé à partir du 30 novembre prochain. Il encourt la peine de mort dans l'affaire dite des Bérets Rouges. Le général Sanogo est accusé d'assassinat et de complicité d'assassinat de militaires fidèles au président renversé Amadou Toumani Touré. Et puis à l'occasion du premier salon d'art contemporain africain à Paris, nous irons à la rencontre d'artistes venus de tout le continent. Leurs œuvres connaissent un grand succès chez les collectionneurs. Reportage à la fin de ce journal. Mais d'abord, au Burundi, le recensement demandé par le Sénat va-t-il à l'encontre des accords d'Arusha? Les autorités ont lancé une opération qui vise à recenser tous les fonctionnaires en fonction notamment de leur appartenance ethnique. Certains y voient une violation de la Constitution. Les explications de Laurent Berstecher. Un recensement ethnique des fonctionnaires qui pourrait raviver les tensions dans un pays où les blessures de la guerre civile peinent à cicatriser. L'opposition burundaise dénonce une manœuvre du parti au pouvoir, le CNDD, afin de placer ses militants à certains postes clés de la fonction publique. Ce sera la déstabilisation et ethnique et politique en même temps. Pour que tous ces postes techniques soient occupés par des militants élevés du CNDD-FDD, hormis leur niveau, hormis leur expérience. L'accord de paix signé en 2000 à Arusha et sur lequel est basée la constitution burundaise prévoit la mise en place d'un équilibre ethnique dans la fonction publique, notamment au sein de la police et l'armée, ainsi qu'au Parlement qui doit être composé à 60% de Hutus et 40% de Tutsis. D'après le gouvernement, ce nouveau recensement ethnique ne serait donc qu'une banale procédure pour vérifier le maintien de ces quotas. Le Sénat veut simplement vérifier si les équilibres prévus par la Constitution sont respectés, comme le prévoit la loi. À quel niveau ce recensement doit être fait? Normalement, c'est dans des postes de nomination, dans des postes, je dirais, de mandat politique et public. Donc c'est tout à fait normal et les gens ne devraient pas s'en alarmer autrement. L'opposition, elle, dénonce l'opacité qui entoure ce recensement organisé dans la plus grande discrétion. Son ampleur étonne également. Au total, plus de 100 000 personnes sont concernées, y compris des petits fonctionnaires qui ne sont pourtant pas soumis aux quotas ethniques prévus par la Constitution. Au Mali, Amadou Sanogo sera fixé sur son sort à partir du 30 novembre prochain. Il est accusé des meurtres et des enlèvements d'au moins 20 parachutistes maliens qui étaient fidèles au président renversé Amadou Toumani Touré. La correspondance à Bamako de François Riouet. C'est un procès historique attendu de longue date par de nombreux Maliens ici. L'ancien putschiste Amadou Aya Sanogo est en prison depuis bientôt 3 ans en attente de son procès qui se tiendra donc le 30 novembre prochain. C'est ce qu'a annoncé le procureur général dans un communiqué. Les familles des victimes se réjouissent de cette annonce, mais leur représentant légal, le maître Mokhtar Mariko, se demande si les délais seront suffisants pour l'organisation de ce procès hors norme. On l'écoute. Nous nous réjouissons d'abord de la date qui est fixée pour l'organisation de ce procès parce que les victimes sont vraiment fatiguées d'attendre. La MDA se réjouit vraiment. Le problème qui se pose, ce serait un problème organisationnel. Est-ce que le parquet général pourrait convoquer tout ce beau monde? Je vais parler des victimes et des accusés pour le 30 parce que notre code de procédure parle de certains délais. Bien sûr, les victimes sont dans les ressorts de la Cour d'appel de Bamako, mais est-ce que le parquet pourrait faire parvenir les citations et les convocations à témoins dans ces délais? Amadou Aya Sanogo et ses co-accusés devront en tout cas répondre selon le communiqué du procureur, entre autres d'enlèvement et d'assassinat contre 21 militaires rivaux tués et retrouvés dans un charnier le 4 décembre 2013, soit plus d'1 an après le coup d'État de mars 2012 au Mali. L'inquiétude des Nations Unies sur la situation au Soudan du Sud. Le conseiller spécial de l'ONU sur la prévention du génocide dit craindre une flambée de violences ethniques dans la région. Il appelle à la réconciliation pour éviter un génocide. Adama Dieng dénonce notamment une polarisation extrême au sein de groupes tribaux.
Les questions migratoires étaient au cœur de la visite de Paolo Gentiloni Silveri, le ministre italien des Affaires étrangères et de la coopération internationale à Dakar ce vendredi. Depuis le sommet de La Valette sur la migration il y a un an, Bruxelles veut travailler davantage avec les pays de départ et de transit des migrants pour mieux lutter contre l'immigration irrégulière. Les précisions de notre correspondante à Dakar, Sarah Sacco. De passage à Dakar, le ministre italien des Affaires étrangères a bien sûr tenu à rappeler l'importance capitale de travailler ainsi main dans la main avec les pays de départ des migrants. Et à la question que beaucoup se posent ici, de savoir pourquoi dans le même temps les pays européens ne facilitent pas l'octroi de visas pour ceux qui en font la demande régulièrement, eh bien la réponse du ministre italien a été claire. On peut faire avancer le mécanisme de migration régulière dans la mesure où on travaille ensemble à lutter contre la migration irrégulière et le trafic de migrants. On ne peut pas ajouter les migrations régulières à le trafic irrégulier et criminel qui continue. Ça serait pas seulement quelque chose de difficile à comprendre des citoyens européens, mais ça serait très dangereux. Fin avril, à l'occasion d'un sommet, le président Macky Sall avait demandé aux pays européens de penser aussi à la possibilité de régularisation et à faciliter l'octroi de visas pour répondre aux besoins de mobilité des chercheurs, des étudiants ou encore des opérateurs économiques. Souvenez-vous, la mort au Zimbabwe du lion Cécile, abattu lors d'un safari, avait suscité l'indignation à travers le monde. Eh bien, l'organisateur de la chasse mortelle a vu les charges qui pesaient contre lui être abandonnées. La justice zimbabwéenne a décidé de mettre fin aux poursuites contre Theo Bronkhorst. Le lion Cécile avait été abattu par un riche client américain, le dentiste Walter Palmer, en juillet 2015. Alors que la COP22 se tient actuellement à Marrakech, nous avons voulu vous montrer la face cachée de l'écologie. On vous emmène en Tunisie à la rencontre de travailleurs informels, des hommes et des femmes qui gagnent leur vie en récupérant les déchets recyclables. On les appelle les berbéchas. Un reportage de Sandro Lutens et Abdit Lili. Fouiller les poubelles pendant que dort la ville de Tunis. Selim plonge à main nue dans les déchets des autres. Pour environ 150 € par mois, le berbécha fait sa tournée depuis 20 ans, toutes les nuits, avant le passage des éboueurs. Je récupère les plastiques, les cartons, les bouteilles, presque tout ce qu'il y a dans les poubelles. Ça, c'est ma vie. Je me suis marié grâce à ça, j'élève mes enfants grâce à ça. Le soir, on est au moins 50, rien que dans ce secteur. En tout, ils sont au moins 8000 travailleurs au noir du secteur informel, mais qui assurent 60% du recyclage du pays. Leurs trouvailles, ils les revendent au kilo à des collecteurs. Fils de berbécha, Hassen s'est battu pour monter son propre centre de collecte. Il veut faire carrière grâce aux poubelles. La marchandise, ils vont la trier puis la revendre à des usines de recyclage légales qui paieront cash et sans facture. On crée de l'emploi grâce aux poubelles. On joue un rôle très important dans le nettoyage du pays. Même les agents municipaux nous disent qu'on leur rend un grand service. Tolérés, les berbéchas de Tunisie attendent toujours d'intégrer le marché formel. Dans cette association lancée en 2014, des anciens berbéchas militent pour que les trieurs de l'ombre obtiennent un statut, une assurance maladie ou encore des financements. On essaye de montrer à l'État qu'ici en Tunisie, beaucoup de gens vivent des poubelles. L'État nous fait des promesses, mais au bout il n'y a rien. C'est juste des paroles. En Tunisie, le traitement des déchets est tout sauf efficace. 60% des poubelles vont à la décharge, seulement 5% sont recyclées. Le reste sert de mauvais décor dans les rues du pays. C'est une victoire pour les coiffeuses afro du quartier Château d'Eau à Paris. La justice a condamné 2 patrons à de la prison ferme, les jugeant intégralement coupables. Ils devront également verser des indemnités à ces femmes qui travaillaient dans des conditions insalubres, qui étaient payées au compte-gouttes et privées de titres de séjour. Elles avaient débuté leur mouvement en 2014.
Et on reste à Paris. Les grands noms de l'art contemporain africain s'exposent dans la capitale française. La première foire consacrée à l'Afrique se tient jusqu'à dimanche au carreau du Temple. Julien Sauvaget est allé interroger les artistes et les galeristes sur les défis de l'art contemporain africain. Regardez. Longtemps méconnues, voire ignorées au niveau international, les œuvres d'artistes africains suscitent un intérêt sans précédent sur le marché de l'art. Jusqu'ici, je pense que le monde de l'art en général avait plus une vision folkloristique, mais aujourd'hui, ils se rendent compte que les Africains peuvent aussi rivaliser dans l'interprétation des divers langages et des divers alphabets de l'art contemporain. Sénégal, Mali, Cameroun, Éthiopie, Afrique du Sud, Maroc, Zimbabwe. Les artistes présentés ici viennent de tout le continent. Certains sont déjà très connus, d'autres ne devraient pas tarder à l'être. Mais la difficulté principale reste d'être reconnu dans son pays, l'art n'étant pas encore une priorité de développement sur le continent. Si on veut être réaliste, être un artiste africain qui est reconnu, ça veut dire être reconnu hors d'Afrique. On espère que ça va changer. On est dans une période de transition où il commence à y avoir des éléments qui apportent une légitimité, une reconnaissance aux artistes sur le continent, mais ça reste encore vraiment un début. Peu de musées d'art contemporain sur le continent, mais de plus en plus de galeries et de fondations qui tentent d'accompagner l'émergence du secteur. Le Cameroun, qui est un pays où finalement il n'y a pas véritablement d'école de beaux-arts, il n'y a pas non plus une politique, je dirais, gouvernementale qui favorise beaucoup les artistes. Et pourtant, on a un nombre d'artistes reconnus, même sur le plan international, absolument énorme. Ce qui nous manque, ce sont les collectionneurs. On a très peu de collectionneurs sur le continent. En attendant l'émergence d'un marché local solide, les artistes africains poursuivent sans entrave leur conquête du marché mondial. Voilà, et puis sachez que notre journaliste Fatimata Wansania sera en live sur la page Facebook du Journal de l'Afrique samedi à 16h, heure de Paris, en direct de la foire d'art contemporain. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci de votre fidélité. Retrouvez tout de suite Ashreen Verdian pour la suite de Paris Direct et je vous retrouve quant à moi dans 3 quarts d'heure.